Le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actualité politique. Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour Dimitri. Et bonjour à tous. Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, va-t-il falloir s'habituer à voir des joueuses de football arborer le voile islamique en compétition? Sachez que c'est déjà autorisé en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, mais la France jusque-là résistait, peut-être plus pour très longtemps. Le Conseil d'État a rendu hier ses conclusions sur le litige opposant la FFF, la Fédération française de foot, au collectif des hijabeuses. Alors c'est pas encore une décision formelle, mais le rapporteur va dans le sens souhaité par les hijabeuses, à savoir liberté de porter le voile sur les terrains, hormis en sélection nationale. On va voir pourquoi cette petite distinction. Mais on y va, ça y est, c'est parti là, Mathieu. En fait, la pression est immense. Ce n'est pas surprenant. La question, en fait, on pourrait se dire, si on situe ça, vous avez nommé plusieurs pays. La question était de savoir combien de temps la France allait tenir. Il y a une forme de paradoxe dans la laïcité française, c'est que la laïcité française est beaucoup moins un universalisme qu'un particularisme fort. Les Français présentent cela comme un Il n'y a qu'en France que c'est universel. Exactement, Voilà, c'est très bien. Par ailleurs, je pense que c'est un particularisme désiré et désirable, dis-je, et nécessaire. Mais si mal compris. Si mal compris parce surtout que par le monde anglo-saxon. c'est au nom de la laïcité que les hijabeuses défendent le droit de pouvoir porter le voile. Et voilà, il faut nous expliquer ça, En fait, Mathieu. vous nous conduisez immédiatement au cœur du sujet, c'est-à-dire la laïcité est un marqueur culturel. Mais qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui? La laïcité à l'anglo-saxonne, dans la mesure où le concept peut se traduire, ça nous dit que chacun devrait pouvoir entrer dans l'espace public à partir avec les symboles identitaires, culturels, religieux, avec les symboles désirés. Il n'y a aucun souci qu'ils puissent les exposer dans l'espace public. Et c'est même vu comme une atteinte aux droits de l'homme que de ne pas pouvoir entrer dans l'espace public avec tel ou tel symbole religieux. Et la laïcité française est vue de ce point de vue comme étant fondamentalement répressive parce qu'empêchant l'expression des individualités les unes des autres. Refuser le hijab, ce serait refuser l'assimilation. Parce que aux l'effet joueuses de d'amalgame, foot, c'est le coup de génie des islamistes. Hein. C'est-à-dire, les islamistes sont parvenus à dire si vous refusez le hijab, vous refusez les musulmans. Les musulmanes. Si vous refusez le hijab, vous refusez toutes les femmes musulmanes, quelles qu'elles soient. Or, ce ne sont pas toutes les femmes musulmanes qui réclamaient le droit de se présenter en hijab dans des compétitions sportives, mais on accorde aux islamistes le droit de définir ce qu'est la véritable musulmane et qui ne l'est pas. Donc ça, c'est un coup de génie stratégique. Et ensuite, quand un pays, on le voit dans le cas de la France ici, pouvait résister, pouvait tenir, mais de plus en plus, on sentait la pression de l'idéologie multiculturaliste par l'Europe, mais aussi par la gauche, et là, ça vient de pénétrer l'État. Mais le Conseil d'État est donc tombé dans le panneau, Yves Tréhard? Alors on va attendre la décision du Conseil d'État, mais généralement le Conseil d'État suit les conclusions du rapporteur. les conclusions du rapporteur général. Moi, je vous invite à lire surtout et d'abord les conclusions de Frédéric Thiriet, qui est l'avocat de la Fédération française de football. Oui. Elles sont remarquables parce qu'il dit une chose qui est évidente, qui saute comme le nez au milieu du visage, c'est que c'est un acte politique, une revendication politique, une revendication militante, et que ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas évidemment la liberté de pouvoir exprimer une religion, de pouvoir se singulariser. Mais so what? Non, c'est très intéressant. Les militants qui attaquent l'État en justice pour une action climatique, ça fait avancer la cause aussi. C'est très important. Oui. C'est très important parce que le débat ne porte jamais là-dessus. Le débat, il porte toujours sur, effectivement, une dérive à l'anglo-saxonne de la laïcité, une revendication identitaire, mais jamais sur le terrain politique. À l'heure où aujourd'hui, en Iran et dans beaucoup d'autres pays, vous avez des femmes qui se soulèvent et qui prennent des risques pour justement qu'on arrache leur voile, qui est un élément de soumission, eh bien, dans un pays comme la France et dans d'autres pays en Europe, mais singulièrement en France, parce que justement, précisément, c'est le pays de la laïcité. Je vous rappelle qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il n'y en a que 2. Et l'autre, d'ailleurs, c'est la Turquie, qui a ça d'inscrit dans sa constitution. Eh bien, on milite pour le port du voile, et c'est une revendication politique. Alors attendez, je vais juste donner quelques éléments pour nos auditeurs qui comprennent un petit peu la logique à l'œuvre dans la pensée du rapporteur public, qui établit un distinguo entre les agents et les usagers du service public. Bah, c'est assez fin. Autrement dit, ça veut dire que la neutralité, on n'a pas le droit de porter d'arboret de signe religieux quand on est agent du service public. Hein. C'est pour ça que c'est interdit. Si vous jouez au PSG, vous avez le droit d'avoir un hijab. Si vous jouez pour la Fédération française de football et que vous êtes dans l'équipe de France, vous n'avez pas le droit de porter le hijab. Exactement. Parce que quand vous êtes dans votre équipe nationale, vous êtes considéré agent c'est ce que j'appelle les complices. C'est ce que j'appelle les complices de ceux qui déchirent le drapeau français. Ça, c'est exactement toute une intelligentsia en France, toute une théorie
un corpus idéologique en France qui est en train de foutre ce pays par terre. Mathieu Bock-Côté. Non, en fait, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est une dimension, que c'est un projet politique, mais j'ai l'impression que c'est souvent nommé dans le débat, si je peux me permettre. Quelle est l'idée ici? C'est d'assurer l'objectif des islamistes, c'est d'assurer une visibilité maximale de l'islam dans l'espace public. Donc, il s'agit d'occuper tous les terrains disponibles pour chaque fois planter le drapeau de l'islam tel qu'il se le représente dans l'espace public et de coder le refus de cette colonisation religieuse ou culturelle de l'espace public, de le coder comme une forme d'islamophobie. Et là, on connaît le vocabulaire par cœur. Et le projet politique, c'est celui d'une visibilité maximale de l'islam dans l'espace public. Mais ça ne pourrait pas fonctionner si ça ne s'appuyait pas sur le dévoiement multiculturaliste de la pensée libérale, ou du moins, même en France, on pourrait dire de la République. C'est-à-dire, il y a, du point de vue du multiculturalisme, mais aussi de la pensée libérale, le voile se présente comme un symbole individuel. C'est le symbole de cette femme qui décide de le porter. Mais c'est une revendication ethno-religieuse collective qui instrumentalise la logique des droits individuels pour s'imposer partout dans l'espace public. Donc, lorsque vous m'empêchez de porter le voile, vous piétinez mes droits individuels, mais lorsque je le porte, consciemment ou non, soit dit en passant, moi, que des femmes le portent parfaitement volontairement, j'en ai aucun doute là-dessus. Mais le fait est que collectivement, c'est un marqueur qui permet de marquer l'emprise d'une religion, l'islam dans ce cas-là, sur l'espace public. Alors, le pire, c'est quand même la complicité, si vous voulez, d'une certaine sphère en France qui se rend complice d'une agression. C'est une véritable agression politique. Mais vous accusez qui, là, Yves Tréhard? Qui est complice? Et le rapporteur, du Conseil d'État, vous croyez pas que là, il se rend complice d'une idéologie qui est une idéologie subreptice? Il suit le pardonnez-moi, mais absolument pas. Il suit un raisonnement juridique et il considère, comme l'a très bien dit Mathieu, que porter un voile, c'est une liberté individuelle. Mais il peut très bien. On ne contrecarre pas les libertés individuelles. Mais non, parce que justement, ça, c'est une interprétation à l'anglo-saxonne. Si vous prenez une interprétation à la française, c'est une interprétation qui vous montre que la laïcité est un creuset dans lequel vous devez rentrer. Mais on touche ici un élément central du progressisme contemporain. Et là-dedans, je rentre une bonne partie de la pensée libérale, le multiculturalisme. Au cœur de ce progressisme, la France n'a pas un modèle différent. La France est en décalage. La France serait en retard. La France serait l'Union soviétique qui persécuterait ses minorités. Le bulldozer anti-minoritaire du monde occidental. Je ne dis pas que c'est vrai, on s'entend. Je pense que c'est tout à fait faux. Mais une bonne partie des élites françaises ont intériorisé l'idée que la différence française est un retard français. La différence française est illégitime et la norme est anglo-saxonne. La norme, c'est le multiculturalisme qui est aussi porté, j'insiste, par tout ce qui relève de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe. Donc, la France est sous un feu de propagande intense depuis un bon moment. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapporteur se fonde sur quoi? Il se fonde sur des réglementations internationales. La réglementation de la FIFA, la Fédération internationale de football, accepte le hijab. Il se réfère aussi au CIO. Le CIO accepte cela. En cela, le primat du droit national sera encore une fois recommandé. Mathieu Bock-Côté, Yves Tréhard sont les invités du Club de la presse européen. On parle de cette affaire des hijabeuses qui viennent de remporter peut-être, ils sont à l'aube d'une victoire importante devant le Conseil d'État. On ose espérer que non. Oui, mais une décision dans le mois qui vient qui pourrait conduire à l'autorisation du port du voile en compétition dans le football, peut-être dans d'autres. Le basket. La Fédération française de basket était sur la même ligne que la Fédération française de foot, c'est-à-dire en compétition officielle, non, ça reste interdit au nom du principe de laïcité qui, je le rappelle, est quand même inscrit dans la Constitution française. Alors là, quand même, on est un peu perturbé. Et ça devrait être le bouclier juridique ultime, la Constitution. Oui, mais justement, la laïcité, sans la culture qui la rend possible, la laïcité désincarnée peut parfaitement être en fait, je dirais comme tous les concepts politiques d'ailleurs. C'est quoi la laïcité désincarnée? C'est-à-dire détachée des mœurs françaises, détachée de l'histoire française, détachée de la culture française. Parce que vous savez, elle est brandie, la laïcité, par ces diabeuses qui disent au nom de la laïcité. Tout le monde brandit la laïcité aujourd'hui. On la dira inclusive, on la dira ferme, on la dira très républicaine, on la dira... vous connaissez donc la bataille des définitions. Le fait est qu'un concept désincarné, détaché, puis j'ajouterais là-dessus, soit dit en passant, quand vous changez la population d'un pays, vous finissez par en changer la culture. Ça, c'est un élément qui me semble assez central. Mais il y a aussi, de ce point de vue, une forme de coup de force contre la culture française, parce que l'immense majorité des Français, globalement, ne sont pas favorables à cette colonisation de l'espace public par une idéologie religieuse, quelle qu'elle soit. Bon, mais qu'est-ce qu'on va voir ici? Le droit, entre guillemets, va se substituer à la volonté populaire et aux mœurs françaises, encore une fois.
Mathieu, Yves Tréhard. Juste allons un peu plus loin. Ouais. Derrière les hijabeuses, cette association Alliance Citoyenne, on en dit un mot. Le Parisien en avait beaucoup parlé l'année dernière dans un grand article qui nous racontait que cette association a été créée à Grenoble. Elle défend un communautarisme à l'américaine. Elle est quand même considérée par les services de renseignement comme une des principales organisations soupçonnée de séparatisme en France. Et Gérald Darmanin s'était opposé à elle en disant cette association fait pression sur les pouvoirs publics pour promouvoir des règles charia compatibles. Bah oui, c'est pas nouveau, ça. C'est malheureusement Quel ce qui programme se répand dans la plupart des quartiers en France où vous avez des associations qui se réclament justement de la liberté Oui. d'expression. Le port du La burkini, la singularité à la piscine, est une liberté qui doit être accordée aujourd'hui. Et je rejoins tout à fait ce que disait Mathieu tout à l'heure. On est dans ce contexte-là et de plus en plus, la justice va être confrontée justement à des demandes de droits, puisque maintenant on ne peut plus distribuer d'argent, on demande des droits et on accorde des droits. Aux États-Unis, on parle de pyromanes sociaux pour ce genre de profil qui poussent comme ça des causes, qui débauchent, qui forment en plus des leaders. Par exemple, Founé Diawara, donc la leader des hijabeuses, est typiquement dans ce genre de profil. Oui, enfin, vous dites pyromanes sociaux, c'est une bonne formule. Social arsoniste. Oui, mais ouais. sur le fond des choses, ce sont des activistes. Ce sont des activistes qui, si on se met dans leur tête, dans leur esprit, ont une vision du monde. Cette vision du monde n'est pas compatible avec ce qu'on appelait traditionnellement la vision de la culture française. Ils mettent ça de l'avant. Ils s'appuient sur différents pouvoirs. Je le disais, l'Europe. Ils s'appuient sur différentes idéologies, l'idéologie multiculturaliste. Ils s'appuient sur une démographie qui le permet aujourd'hui, issue des changements démographiques des dernières décennies. Donc, à travers tout ça, leur action est de plus en plus efficace. Et tant que, je dirais, les défenseurs de la laïcité à la française vont se contenter de dire on tient pour 5 ans, on tient pour 10 ans, mais on sait qu'on va perdre qu'on va finir par perdre, mais c'est foutu. Tant que vous dites on va tenir le temps que ça tient, vous êtes foutu. À partir du moment, et là j'utilise le mot sans connotation politique, mais tant que vous n'êtes pas dans une logique de reconquête, et je précise que je ne parle pas au sens de parti, mais tant que vous n'êtes pas dans une logique de reconquête, c'est reprendre le terrain perdu, reconvertir les cœurs et les âmes à la culture française et pas simplement à la laïcité des incarnés, eh bien, vous êtes condamné à la défaite. En plus, vous avez une complicité politique. Vous avez ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, qui est une réalité, contrairement à ce que certains ne voudraient pas nous faire croire. Eh bien, vous avez une complicité, ce qui fait que les idéologies qui ont disparu, l'idéologie communiste, les idéologies de gauche, ont été remplacées, suppléées par cet activisme islamique qui est absolument terrible et qui n'en est qu'à son début dans l'entreprise de destruction de la culture française. Il y a quelques minutes, Gérald Darmanin se dit très opposé à accorder aux femmes le droit de porter le hijab lors des compétitions de football. On en reparlera évidemment sur Europe 1. Merci à tous les deux. Yves Tréhard du Figaro, Merci. Mathieu Bocoté, bonne journée à tous les deux.